L'idée première de ce livre, c'était un petit peu de venir approfondir et élargir un petit peu la perspective de ce qu'on avait fait avec Jacques Brie en 2001, donc il y a bientôt 19 ans de ça. On avait écrit un livre qui était assez biographique, qui parlait beaucoup de l'histoire de mon accident, du jour de mon accident et du côté événementiel. La vision de ça 20 ans plus tard, ben, certaines visions ont changé, certaines idées ont changé, certaines vues de l'esprit ont progressé, pas progressé, mais ont évolué dans un sens, peut-être c'est une vision un peu plus acérée, un peu plus serrée de certaines situations, peut-être moins complètement optimiste, peut-être plus réaliste. Ce livre, c'est un petit peu, voilà, ça correspond aussi au moment même où j'arrête mon activité professionnelle d'agent de joueur. Donc c'est aussi un livre qui termine un cycle. C'est un bilan. Un de bilan, en tout cas pour ce qui est du côté professionnel. Donc il tombait aussi à ce moment-là où je voulais aussi expliquer ce que j'avais ressenti à travers dans ces 30 ans de travail dans le sport professionnel. J'ai pris la décision de poser les prothèses. Alors c'est clair. C'est quand même l'élément. Alors les prothèses, je les ai posées pour vraiment définitivement entre 1998 99. Et puis c'était aussi en confort parce que physiquement c'était difficile pour moi de marcher. En plus que ça ne m'apportait pas grand-chose, si ce n'est être debout au bar à discuter avec les gens, être les yeux dans les yeux avec les gens debout. Mais je ne mesurais pas exactement toute la suite en fait. Toute la suite et toute l'immensité du nouvel univers qui s'est ouvert à moi aussi, que ce soit physique, géographique et mental, de dire, ben voilà, je commence à comprendre certaines choses et je vois certaines choses d'une façon différente, qui est pas forcément plus négative ou plus positive, mais vraiment différente. C'est vraiment un point de vue qui a changé, un angle de vue différent, puis ça m'a permis de comprendre certaines choses. Oui, les prothèses, c'était un peu un masque, parce que c'était aussi une manière de ne pas montrer ou de vouloir cacher quelque chose, de vouloir faire semblant d'eux, de vouloir faire comme si. Et puis là, lorsqu'on tombe le masque, lorsqu'on se présente tel que la vie nous a fait ou défait, eh ben, il y a toute une nouvelle, tout un nouveau regard, toute une nouvelle approche des situations, des gens, des choses. Le regard des autres, je le dis, je l'écris, c'est aussi l'opinion des autres. C'est-à-dire que là, j'étais sûr, moi j'avais toujours l'illusion que j'étais petit, de me dire, bon, voilà, je fais semblant d'eux, et puis les gens vont penser ça, puis je vais influencer ce qu'ils disent par la façon dont je me conduis. Puis après, quand on se dénude, qu'on tombe le masque, on se rend compte qu'en fait, le jugement, le regard et la critique des autres, elle est présente, elle est là. Et ma question, c'était comment vivre avec ça et comment solutionner ça, ou comment vivre avec c'est ça. En même temps, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, c'est une question à laquelle je ne suis pas le seul à être exposé, heureusement. Ouais. C'est-à-dire qu'à peu près chaque individu est exposé et chaque individu se reconnaît ou se reconnaîtra à travers certains passages, parce que le regard des autres, l'opinion des autres, la critique, vous dites, elle touche tout le monde. Le pouvoir... C'est quel pouvoir je donne à ça et ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'en fait, c'est une question probablement... à laquelle il n'y a jamais une réponse définitive, mais sur laquelle tous les jours on remet l'ouvrage sur le métier, puis sur laquelle tous les jours on doit travailler. Alors, ça doit vraiment la phrase que j'entends, alors ça c'est sur toutes les semaines, c'est faut du courage pour affronter ce que vous affrontez, alors que moi j'ai l'impression que j'ai une vie, en tout cas au quotidien, assez ordinaire, quoi. Je me lave les dents le matin comme tout le monde, et puis je prends mon petit déjeuner, puis je commence mes activités un peu comme tout le monde. Alors c'est sûr que moi j'emprunte d'autres chemins. Et je suis tellement habitué à emprunter ces chemins qui sont un peu différents. Je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui je suis allé à Lausanne, j'ai pris le train. Il y a plein de gens qui prennent le train. Moi, je dois téléphoner 1 heure avant à la centrale SCFF pour appeler, pour me dire j'ai besoin d'assistance pour monter dans le train. Il y a un lift sur le quai, et puis voilà, je suis allé à Lausanne, comme plein de gens sont allés à Lausanne aujourd'hui en train, mais j'ai dû m'organiser différemment, sauf que pour moi, c'est devenu tellement un réflexe
C'est naturel. Voilà, ça fait partie. Ça fait partie de votre vie. C'est comme quelqu'un qui est grand, il sait qu'il doit baisser la tête quand il passe sur les pas de porte, sur les portes. Alors, les trois composantes pour réussir. Alors, réussir, c'est un grand mot, mais je dis, je parlais souvent, je parle surtout de la réussite professionnelle en entreprise, entre autres, lorsqu'on a des projets en entreprise. Je dis toujours, le premier facteur, c'est le timing, on dit en anglais right time, right place. C'est-à-dire d'être au bon endroit au bon moment. Je m'explique. Moi, j'ai commencé le métier d'agent de joueur en Suisse. J'avais entendu parler de ça au Canada. On m'avait expliqué ça. J'ai dit, ok, je vais appliquer ce modèle. Je n'ai rien inventé, ce modèle à la Suisse, parce que ça n'existe pas. Et il y avait un besoin pour cette branche dans l'industrie du sport. Donc en fait, il faut être au bon moment, au bon endroit, et avoir le produit ou le produit ou le service qui n'existe pas, mais pour lequel il y a un besoin, dans un certain espace donné, et à un certain moment donné. C'est comme si vous inventez le congélateur puis que vous habitez chez les Esquimaux. Vous avez moins de chances de réussir que si vous inventez le congélateur mais que vous vivez au Maroc. Là, vous risquez et qu'il n'y a pas que personne ne l'a inventé avant. Et un peu de chance aussi. Puis la troisième, ça c'est déjà, pour moi, c'est un concours de circonstances. Ça, c'est la chance. C'est de dire, voilà, je suis au bon endroit, il y a un produit, et moi, je sais comment on fait. Donc, la deuxième chose, c'est certaines compétences dans un savoir-faire. Un savoir-faire, une compétence liée à un besoin dans un certain milieu. Puis la troisième chose, c'est avoir un peu de passion pour ce qu'on fait, puis essayer de faire les choses un peu correctement, puis avoir la passion derrière. Et après, le succès, les résultats, les profits, les bénéfices, on peut appeler ça comme ça, c'est une conséquence de tout ça. Feuille de langue, pour moi, ça veut dire échouer pour apprendre. C'est-à-dire, il y a des fois des processus dans lesquels on s'engage et on s'aperçoit plus tard qu'on s'est trompé, mais si on ne s'était pas engagé dans ce processus et qu'on ne réalise pas au moment qu'on se trompe, on ne fait jamais le premier pas vers l'apprentissage, comprenant que le processus d'erreur permet après de corriger le tir, puis d'apprendre quelque chose, puis après de grandir, et si possible de ne pas refaire la même, et d'apprendre quelque chose qui va nous aider à continuer le chemin d'une meilleure façon. Si on fait le lien justement avec les prothèses. Les prothèses, moi j'ai dû marcher pendant 35 ans pour m'apercevoir qu'au bout d'un moment, petit à petit, à travers des lectures, à travers des influences, à travers des commentaires de gens, qu'en fait c'était mon vrai handicap, c'était mes prothèses, c'était pas le fait de ne pas avoir de jambes, parce que j'étais limité dans ma liberté de mouvement, dans mon déplacement, dans ma pensée, parce qu'en fait, je pensais comme quelqu'un qui voulait se cacher, puis qui osait pas montrer qu'en fait la vie lui a enlevé ses deux jambes, et puis que, alors c'est clair, tout est emmêlé, parce que quand vous êtes adolescent, vous avez envie de ressembler à vos potes qui font du foot, qui ont du succès avec les filles et tout ça, puis vous dites toujours, non mais si on ne pourra pas m'aimer si j'ai pas de jambes, c'est toujours la peur du rejet, et puis c'est un truc qui touche tout le monde. Quelqu'un qui à son adolescence est trop petit ou trop gros, ou a d'autres particularités physiques qui le mettent de côté, il souffre exactement des mêmes questionnements. Alors ça, c'est difficile à savoir si c'est mon accident, mon historique qui a forgé mon caractère, ou si c'est mon caractère qui, à travers l'accident, s'est révélé. Vous vouliez adhérer votre papa, instinctivement, il disait « Ah, c'est fantastique, il fait quand même ça, il arrive bien. » Alors c'est fait, il y a un phénomène de compensatoire, c'est sûr, que moi je voulais montrer que, j'avais pas de jambes, mais à l'école je voulais être le meilleur, j'étais vraiment perfectionniste, et probablement que c'est un peu resté. Le problème avec ça, c'est qu'on est toujours dans le perfectionnisme, vous êtes toujours en train de vouloir faire mieux, puis mieux, c'est aussi synonyme de jamais être content de ce qu'on a, parce qu'on se dit toujours que demain ou ailleurs, ce sera mieux qu'aujourd'hui, ici. Donc en même temps, c'est un moteur, parce que ça vous motive toujours à ne pas rester sur des choses acquises ou vous contenter du minimum. Mais en même temps, c'est un frein, parce que vous n'êtes jamais ici et maintenant, vous êtes toujours en train de vous projeter. Donc moi, l'histoire de ma vie, c'est de trouver le juste milieu entre tout ça, puis de trouver une certaine paix, d'être un peu plus en paix avec ce que je fais et qui je suis, sans vouloir être toujours vers la perfection.
Alors moi, je pense que je rêve beaucoup de choses. C'est-à-dire, je me fixe pas les objectifs, mais je rêve de tout ce qui m'est arrivé. Jusqu'à maintenant, j'avais rêvé ça. J'avais rêvé qu'un jour, je voyagerais à travers le monde, dans le monde du hockey, qui était ma passion quand j'étais petit, que j'aime beaucoup toujours aujourd'hui, sous une autre forme. Je rêvais de faire du sport. Moi, je rêvais de faire du hockey professionnel. Malheureusement, la vie a voulu que ça se passe pas tout à fait pareil. Après, j'ai été dans la voie du sport en fauteuil roulant, où voilà, je me suis donné les moyens et puis d'aller loin, de gagner des championnats, de faire des trucs comme ça. Puis ça, j'avais rêvé avant. J'avais vraiment rêvé avant. Un jour, j'ai rêvé que j'écrirais un livre. Un jour, j'ai rêvé que je chanterais des chansons. Ces choses-là, si on les rêve pas, on peut pas les réaliser. Je suis moins dans l'attente. Je prends ce que la vie me réserve, si possible, le meilleur des choses possibles. En même temps, on dit toujours en anglais, une expression, c'est expect the worst, hope for the best. C'est-à-dire, tu t'attends au pire, mais tu t'attends au pire, mais tu espères le meilleur. Moi, je suis un peu dans cette zone-là maintenant, avec moins d'attente, parce que je crois que c'est assez fatigant de vouloir toujours se prouver, de prouver des choses. Alors, j'essaie de tempérer ça. Uniquement un peu dans le plaisir, finalement. Dans la création, surtout. Dans la création. Ouais. En même temps, il ne faut pas tomber dans l'autre excès de dire je crée, mais je voudrais que les gens sachent que je crée, ou de vouloir rechercher l'assentiment ou l'approbation. Voilà, moi, j'essaie de faire les choses au plus profond de mon cœur et de mon esprit et de mon âme. Et puis, advienne que pourra.